Il y avait beaucoup de maltraitance au travail, pour tout le monde. Il m'avait notamment filmé nue en gros plan alors qu'il m'avait promis que ce serait vu de très très loin. Et je l'ai payé cher. Il y a beaucoup de projets que j'ai pas fait. J'ai surtout été agressée par des hommes qui prétendaient m'adorer. Quand on est victime, on est vraiment marqué. Et donc repérable. Je me suis dit putain, mais s'il y a quelqu'un qui a parlé à chaque fois, c'est mon corps. Bienvenue dans En Vrai, le podcast de nos engagés. Aujourd'hui, à mes côtés, Lucie Lucas, comédienne extrêmement engagée. Alors, à plein de niveaux, et vous allez encore plus le découvrir aujourd'hui, notamment pour l'écologie, pour le droit des femmes, mais pas que. Lucie Lucas, bonjour. Coucou Jeanne. Super contente de te recevoir. Alors là, je me permets de dire tu, mais il y a une règle, la première règle dans ce podcast, c'est que c'est l'invité qui donne le là, qui donne le tempo. Et le tempo, il passe par... Qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on dit tu, est-ce qu'on dit vous? C'est toi qui décides. Ah chouette, bah tu. Ça y est, on met ça de côté. Allez, comme ça on enlève déjà un masque. Super. Lucie, pour les gens qui ne te connaissent pas, par rapport à ton engagement, qui es-tu? C'est quoi Lucie Lucas engagée? C'est qui Lucie Lucas qui s'engage? Bonne question, je sais pas si elle est bonne, mais en tout cas c'est une vaste question. C'est difficile de répondre à qui on est. Et je réfléchissais à ça en venant en train tout à l'heure et je me disais pourquoi je suis engagée, et j'en ai conclu que c'était parce que j'existe, parce que je suis vivante. Et qu'en fait j'ai l'impression d'être suffisamment vivante pour ressentir énormément d'émotions avec, de par la vie, de par notre environnement, les gens qu'on côtoie, tout ce qui se passe, tout ce par quoi on est traversé. Et qu'en fait ces émotions sont suffisamment fortes pour me placer dans un inconfort qui va faire que je ne pourrai pas rester statique. Et que peut-être, en fait, l'engagement, c'est être en mouvement. C'est en tout cas se mettre au service du mouvement ou d'une évolution. Et que voilà, et que j'ai l'impression que je suis engagée parce que j'ai besoin vraiment de me mettre en mouvement par rapport à tout ce qui me fait particulièrement souffrir ou tout ce qui me fait particulièrement envie. Parce qu'on est beaucoup dans la lutte contre, mais il y a aussi la lutte pour. Et voilà. Après, de façon plus terre-à-terre, on va dire, je suis donc une maman de 3 enfants, comédienne, et je vis en grande partie dans un tiers-lieu en Bretagne, dans lequel on a fait une ferme en maraîchage bio, et on fait de l'événementiel, on essaye de vraiment mettre en valeur la culture locale et de créer, de renforcer les liens en fait sociaux en zone rurale, et puis aussi de faire des ponts entre justement la ruralité et le tourisme, les néo-ruraux. Il y a une vraie quête de sens autour de l'humain, de la nature et du fait que on ne devrait même pas distinguer l'humain de la nature en vrai. Il y a quelque chose de très touchant, Lucie, chez toi. C'est que tu as toujours été quelqu'un de super humble. Et tes combats, tes engagements, ils sont viscéraux. Alors moi, je le sais parce que ça fait un moment que je te suis et que j'ai eu la chance de te recevoir avant et de te connaître. Mais c'est vrai que les gens qui ne te connaissent pas, ils ne savent pas à quel point ça coûte d'être engagé. Toi, ça t'a beaucoup coûté. On va reprendre point par point si tu le permets. D'abord, tu fais une carrière de comédienne, ça commence vite pour toi et très vite, t'es propulsée. Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu deviens la petite chérie des Français? T'es sur la première chaîne de télévision, on te voit grandir dans une série, on te découvre à travers un personnage, et c'est pas pour rien qu'on t'a choisi toi. Elle ressemble à quoi ta vie à ce moment-là? Ma vie à ce moment-là, je suis enceinte. Et je suis donc il y a un film qui sort dans lequel je suis où je joue le rôle d'une fille de 15-16 ans qui se rend compte à 4 mois de grossesse qu'elle est enceinte, donc qui ne peut plus se poser la question de garder l'enfant ou pas, et donc on la suit jusqu'à son accouchement. Et donc, au moment où le film sort, je suis moi-même enceinte. Donc, j'ai 8 ans de plus que le personnage. Et pareil, donc, j'ai pas fait un déni de grossesse, mais j'ai pas fait exprès de tomber enceinte. Et par contre, j'ai choisi de le garder, de la garder, en l'occurrence. Et donc, il y a un peu un truc étrange parce qu'à la fois arrive ce moment que n'importe quel comédien ou comédienne attend, c'est-à-dire que quand on commence ce métier, on enchaîne les castings, si on a de la chance, sinon on attend les castings pendant très longtemps, et on a beau enchaîner les castings, il faut faire 50 castings avant d'être choisi. Donc ça demande vraiment beaucoup de patience, de confiance en soi,
d'abnégation, de courage. Et on rêve tous du moment où ça va être un peu moins difficile, du moment où peut-être plus de gens vont nous voir, on va être considéré un peu plus bankable, même si ce mot est affreux pour moi. Mais c'est une réalité du système. C'est une réalité dans un système aussi financier que le nôtre en général. Et donc, on attend tous ce moment vraiment où quelque chose va basculer et peut-être on va plus venir nous chercher parce que c'est très difficile d'avoir un travail dans lequel on est dépendant du bon vouloir, du désir des autres en fait. Pour gagner ta vie, il faut que tu crées d'une façon ou d'une autre, même si c'est pas forcément et heureusement un désir sexuel, tu dois générer une envie en tout cas chez les autres. Donc c'est quand même très particulier. Et donc j'attendais ce moment-là et en même temps j'avais très très peur de la notoriété, d'une exposition publique. Et donc j'étais dans cette ambivalence avec en plus, je portais la vie, j'allais donner naissance. Et donc quelque part la peur était encore plus grande d'être la peur de ce sentiment de vulnérabilité par rapport à la notoriété, donc pour ma fille notamment. Et en même temps, c'était très contradictoire. J'attendais ce moment et en même temps, j'avais très peur. J'étais terrifiée. Et comment tu vis ce moment-là, à la fois dans ta tête, dans ton travail et dans ton engagement aussi? Parce qu'à ce moment-là, c'est aussi les prémices d'un engagement. Alors peut-être que tu l'avais toujours et tu nous l'expliqueras, mais qu'il se médiatise plus. Tu prends vite position. Hein. Toi, tu es une comédienne, très vite, tu as pris position. J'ai... Comment dire assez vite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de maltraitance au travail, pour tout le monde, même pour les gens qui pouvaient être mis sur un piédestal. Voilà, toutes les couches, il y a vraiment beaucoup de maltraitance, mais évidemment encore plus quand on a un petit salaire. En fait, on fait entendre à tout le monde qu'on est remplaçable, même au premier rôle. Mais c'est plus facile de le croire quand on est le plus petit salaire de la chaîne, bien sûr. Et donc, il y a une vraie maltraitance, il y avait une vraie pression au travail, quel que soit le tournage où j'étais, hein, c'est pas une question de chaîne. Et donc ça m'a vraiment gênée. Et puis pendant que j'étais enceinte aussi, j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner sur le monde dans lequel j'allais donner la vie. Et donc j'ai compris là qu'on avait un très très gros problème d'abord d'empoisonnement de masse, que ce soit par les pesticides, toute la chimie de synthèse et les énergies fossiles. Et donc, là, pareil, hein, j'ai eu peur. Et donc, c'est ces émotions, en fait, qui font que quand elles sont très fortes, c'est insupportable. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu essayes de faire quelque chose. Et là, en plus, je devenais maman. Et en fait, si tu te bats pas pour tes enfants, tu te bats pour qui? Donc, même s'il faut se battre pour soi, aussi, c'est très important, même si on n'a pas d'enfant. Et donc, ouais, j'ai eu besoin de parler d'abord des petits problèmes, des dysfonctionnements que je voyais sur le plateau, dans mon travail. Et puis j'ai compris qu'en fait, si on n'apprenait pas à mettre ses limites, personne ne les respecterait, ou très peu en tout cas, dans le cadre du travail. Et donc j'ai dû apprendre très tôt aussi parce que j'étais sur le plateau de tournage avec un bébé de 3 semaines. Ils n'ont même pas attendu 3 semaines pour me remettre de mon accouchement, en fait. Ah oui, c'est violent, 3 semaines. Ils m'ont dit, on ne pourra pas attendre plus, donc il faut absolument que tu arrives. Et ils avaient tourné toutes les scènes sans moi avant que j'arrive, donc vraiment, j'étais de toutes les scènes. Bref, c'était très difficile. Et donc, très vite, j'ai dû apprendre à quand même poser mes limites un minimum. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais là dans ce microcosme du tournage, je pouvais aussi le faire à plus grande échelle. Et puis ça m'apaisait parce que comme j'avais peur de la notoriété, que ça me rendait vulnérable, je me disais au moins là, elle a un sens, cette notoriété, si elle me permet de servir un peu de porte-voix pour les gens qui ont plus de mal à se faire entendre et qui pourtant se battent pour des choses qui concernent le bien commun et toutes et tous. À ce moment-là, c'est un premier déclic. Ouais. Dans la douleur. Tu nous l'as dit aussi, tu donnes la vie, 3 semaines après, tu retournes au travail avec toutes ces questions que tu te poses, etc., cette prise de conscience. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, très concrètement, dans tes actions? Très concrètement, je demande à ce que les horaires de travail soient respectés, à ce qu'on ait une nourriture saine, par exemple sur le tournage, à ce qu'on on diminue au maximum notre impact carbone. Et en fait, au fur et à mesure, j'obtiens des choses parce que la série explose vraiment et que donc,
bah, je me retrouve en position de force, sans même vraiment en avoir conscience. Mais moi, je leur dis, voilà, moi, j'arrive pas à m'endormir le soir, en fait, quand je vois qu'au travail, je déconstruis tout ce que j'essaye de mettre en place à la maison. C'est tellement absurde que je dors pas. Et donc, je peux pas continuer cette vie complètement incohérente. Donc, soit on fait le chemin ensemble de cette transition vers une façon de faire qui est plus vertueuse, soit nos chemins se séparent et c'est OK. Et t'as pas peur à ce moment-là de tout perdre, c'est ton gagne-pain, hein. Ouais. C'est ton gagne-pain, c'est ta vie, c'est une notoriété qui commence, t'es une jeune maman. T'as pas peur que tout s'écroule? C'est trop important pour toi, ces questions-là? J'ai peur, bien sûr, j'ai très peur. Et je l'ai payé, hein, je l'ai payé cher. Il y a beaucoup de projets que j'ai pas fait. Mais en fait, j'avais plus peur encore de devoir faire semblant, de devoir me mettre dans le déni pour pouvoir supporter. Moi, j'ai une santé mentale qui est quand même assez... comme je ressens les émotions très fort, bah, c'est un peu fragile. Et donc, je pense que c'était plus dangereux pour moi de jouer à un jeu qui me convenait pas, qui me rendait malheureuse, en fait, que de prendre le risque de perdre cette notoriété, ce travail. Ouais, vraiment. T'as dit, je l'ai payé. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu crois qu'il se disait dans les coulisses, hein, entre guillemets avec un grand C, non, Lucie Lucas, n'y allez pas, quoi? Bah oui, Lucie Lucas, elle va vous coûter plus cher. Elle va vous coûter cher. Et elle va vous demander vraiment... ouais, je sais que par exemple, la production de Clem, Merlin Productions, ils ont été pionniers. Et donc au début, ça a été très dur. Mais après, ils étaient très fiers de valoriser qu'ils étaient pionniers. Mais sur le moment, ils m'ont montré à chaque fois combien ça leur coûtait de réduire leur impact carbone comme ils le faisaient, de changer complètement leur façon d'envisager un tournage. Et donc oui, d'abord je coûtais plus cher. Ensuite, ils savent aussi que si ils font du greenwashing, ça je le dirais. Je peux pas supporter, je peux pas être complice de greenwashing, c'est pas possible. Donc la cohérence c'est extrêmement important pour moi. Je sais qu'il y a une chaîne qui a voulu m'attaquer en justice parce que j'ai dit devant 1000 personnes, c'était des gens des médias et tout ça, que cette chaîne, justement, faisait du greenwashing, là, typiquement devant nous, et qu'elle promettait de faire plein d'efforts, et que moi, j'avais les preuves que ces efforts n'étaient absolument pas faits. Dès qu'on demandait que ce soit fait ou qu'une enveloppe soit consacrée à ça, c'était non systématiquement. Et donc, ils ont voulu m'attaquer, je le sais. Et en fait, ils ont renoncé parce que je disais la vérité. Donc, Mais forcément, cette chaîne-là ne m'a pas recontacté tout de suite. Oui, ça t'a fermé quelques portes, effectivement, d'avoir une voix et de la faire entendre. Ouais, puis même moi, j'ai pu me... Tu vois, par exemple, il y a l'année dernière, j'ai dit non pour un projet qu'on me proposait, qui vraiment me tentait bien. Mais le réalisateur, il se trouve que c'est un réalisateur avec qui j'avais déjà tourné et que j'avais trouvé complètement abusif. Il m'avait notamment filmé nu en gros plan alors qu'il m'avait promis que ce serait vu de très très loin. Et on avait fait aussi une scène où je devais prendre une gifle et il n'y avait pas de régleur cascade, rien du tout. Et j'ai pris des dizaines de gifles qui m'ont vraiment littéralement collé au mur. Et sans que personne fasse rien, j'avais 20 ans. Et donc j'ai dit, bah non, enfin, moi je tourne pas avec ce réalisateur, c'est mort. Mais par contre, je veux que la chaîne sache pourquoi je tourne pas avec ce réalisateur. Ben, personne n'a rien su. Et moi, lui, il a fait le film, pas moi. Et puis voilà. Maintenant, aujourd'hui, ils le savent. L'histoire. Grâce à ce podcast, oui, mais sinon, non, pour l'instant, tu vois, ça s'est passé l'année dernière et ça, Bon, j'ai laissé comme ça et quand je croiserai la responsable de ce programme, je lui en parlerai. Mais... On en vient à la maltraitance aussi dans le travail. La maltraitance que tu as pu subir, parce que c'est une réalité. La maltraitance que tu as documentée. La maltraitance aussi que tu as dénoncée publiquement. Et là, on arrive dans une autre sphère. C'est ce qui t'a valu aussi parfois d'être mise à l'écart. Ça, tu l'as payé très cher. Comment tu t'aperçois de cette maltraitance au début? C'est tellement évident, je ne sais pas comment dire. En fait, c'est compliqué parce que... Donc, on peut dire son nom ou on peut pas? Tu peux tout dire, Lucie. Ici, c'est ton émission et ça s'appelle En Vrai. Donc, c'est toi qui décides, c'est toi qui mets les règles.
Donc la maman du personnage de Clem que j'ai joué pendant 15 ans a été jouée pendant très longtemps par Victoria Abril. Et il se trouve que Victoria Abril, à un moment, a co-signé la lettre de soutien à Depardieu, cette lettre abjecte au moment où les affaires de viol autour de lui ressortaient. Et ça m'a sidérée, ça m'a vraiment énormément choquée. Et donc, sur le moment, je me suis demandé je lui ai demandé sur les réseaux comment c'était possible qu'elle signe ça. Et puis 5 minutes après, je suis revenue en disant non, j'ai réfléchi. En fait, je sais pourquoi tu signes ça. C'est parce que tu es dans le camp des oppresseurs. Mais c'est vrai que, comme avec moi, elle avait été presque toujours correcte, on va dire. À peu près correcte. Je n'ai pas... j'ai mis longtemps à vraiment... à me dire que je pouvais même dénoncer ça. Que ça me concernait aussi quelque part. Et puis, l'histoire s'est terminée par une menace en diffamation qui n'a jamais été portée finalement. Mais je ne sais pas si je peux décrire ce qu'elle faisait, mais elle a vraiment abusé de plein de manières possibles sur le tournage. Et je connais personne qui a tourné avec elle qui ne pourrait pas témoigner en fait. C'est incroyable. Et c'est pour ça qu'elle avait absolument pas intérêt à m'attaquer en diffamation, sinon tout se serait su. Et là, pour le coup, la carrière aurait été brisée, mais elle l'aurait fait toute seule. Abuser des personnes ? Abuser des personnes, oui, terriblement. De toutes les façons possibles, vraiment. Ouais. Bon, après on n'est pas en procès, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais et que en plus je suis pas victime moi-même. Vraiment, mais ouais, non, il y a des comportements extrêmement abusifs dans le milieu, et particulièrement venant des générations qui ont connu vraiment une autre époque, une autre façon de faire du cinéma, de la télé, tout ça, c'est incomparable. Tu sais, on a vraiment l'impression, quand on ne prend pas plutôt parti à ça, ou quand on n'est pas victime, que généralement ceux qui abusent des autres sont plutôt des hommes. Et en réalité, on s'aperçoit que dans des schémas, il y a aussi des femmes qui sont des bourreaux. Ouais, il y a plein de femmes bourreaux aussi. En fait, c'est vraiment une histoire de domination. Et on vit dans un système qui est patriarcal. C'est-à-dire qu'on a donné le pouvoir, la domination, la possibilité de dominer, on l'a donné principalement aux hommes. Donc, c'est pour ça que, de fait, il y a beaucoup plus d'hommes qui paraissent être abuseurs. Mais il y a aussi des femmes, parce qu'on donne aussi des statuts à des femmes, des statuts de pouvoir. Et dans un monde qui comprend, qui ne vit pas ces systèmes de domination de façon consciente, oui, ça peut paraître assez logique que ce soit reproduit. Il y a en fait, après être passé, j'ai l'impression que... Parce que comédienne, encore une fois, c'est vraiment particulier. On fait un peu comme si on n'était pas des êtres sensibles. Par exemple, là, il y a 3 jours, j'ai fait des scènes sur un bateau avec des creux de 4-5 mètres en faisant genre, il faisait beau, il n'y avait pas de tempête, tout allait bien. En maillot de bain et paréo, alors qu'il faisait 10 degrés dans la tempête et qu'on se faisait tremper toute la journée. Voilà, on s'est mis à... ils ont commencé à faire des plans de drone et tout les 3 premières heures, ce qui fait que du coup, nous, au bout de 3 heures, mais genre, on était accrochés comme ça. On ne pouvait plus respirer. On savait que si on desserrait les dents... Bien sûr. On repeignait le bateau. Aisément. Et là, il faut jouer la comédie et se regarder les yeux, alors qu'on était tous... Donc, c'était surréaliste. À un moment, on doit trinquer. Et vraiment, les actrices... Donc, moi, je suis debout et les autres actrices sont censées me regarder. J'étais là, je vous interdis de me regarder. Elles étaient là. En restant fixées sur l'horizon. Enfin, et à la fin de cette journée, on a fondu en larmes parce que tellement on s'est dit, mais tout le monde s'en fout. Sous prétexte qu'on est bien payé, qu'on a une visibilité, qu'on est plutôt bien considéré, tout le monde trouve ça normal de nous infliger ça. Et en fait, c'est pas du tout la seule fois où on vit ça. On vit ça très souvent. On tourne l'été en hiver, l'hiver en été, ce qui fait que vraiment, on subit des chocs thermiques qui sont énormes. Et à s'en évanouir, à avoir 8 de tension, à vraiment... sous prétexte que d'un côté, on te donne des privilèges, tu pourrais pas te plaindre de ce qui va pas, et on pourrait profiter de toi.
Et donc, c'est vrai que les comédiennes, notamment, vivent beaucoup ça au début. Vivent beaucoup, et c'est pour ça que je parle de maltraitance aussi, de moments qui sont soit humiliants, soit un peu objetisants, soit un peu, on fait comme si on savait pas que tu ressentais des choses, quoi. Et évidemment que Victoria Abril a vécu des moments comme ça aussi, c'est sûr. Et donc, quand on est passé par là, il y a un moment où, quand on te donne plus de privilèges, et que tu vois que quand tu demandes des privilèges avec autorité, personne ne m'ouvre et tout ça, au bout d'un moment, et ben je ne cautionne pas, mais je pense que ça explique que certaines personnes basculent et passent du côté de l'oppresseur, en fait, vraiment. Et voilà, donc c'est un peu triste et dommage. Mais j'ai l'impression que dans les nouvelles générations, il y a beaucoup, beaucoup moins ça. Vraiment, on fait de plus en plus attention. Et d'ailleurs, c'est un peu le truc aussi, c'est que je vois, par exemple, avec les actrices avec qui j'ai fait ces scènes en mer, là, je sens qu'on a beaucoup tendance à confondre, et je le dis, c'est important parce que c'est pas que pour les acteurs et actrices, je pense que c'est dans le milieu du travail en général. On a beaucoup de tendance à se dire qu'on veut pas être des chieurs, on veut pas abuser, on veut pas se la péter, on veut pas... Et on confond ça avec le fait de mettre nos limites, encore une fois. Mais on a tous des limites, des besoins qu'il faut respecter, qui sont indispensables. Et si on ne sait pas les poser ou se battre pour, et ben à la fin, on perd beaucoup. Beaucoup en confiance en soi, beaucoup en santé mentale, physique, tout. Enfin, il y a tout qui nous rattrape. Même ceux qui passent du côté de l'oppresseur, hein, je voudrais pas être à leur place. Non. Tu as aussi beaucoup dénoncé, effectivement, toutes ces agressions sexuelles, sexistes. C'est vraiment une question que tu ne tais pas et qui est aussi de l'ordre viscéral pour toi. Tu me dis, bien sûr, si tu veux qu'on aborde tous ces sujets, et tu as le droit à n'importe quel moment de ne pas répondre aux questions, de ne pas vouloir y aller. Mais ça s'explique aussi parce que toi, tu as été touchée dans ta chair. Oui, je sais de quoi je parle, oui. Et moi, ça a commencé vraiment très petite. Oui, j'aimerais bien que la plupart des gens comprennent qu'une agression sexuelle, c'est pas pour rien que c'est mis... Enfin, et que le viol, notamment, que le viol est mis au même niveau que le crime, que le meurtre. C'est un assassinat, vraiment. C'est le viol du corps, c'est un truc qui mutile à tout jamais. Et je pense que c'est quelque chose qui est encore plus courant qu'on ne pense, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on parle de 3 enfants par classe qui sont incestés. On pense qu'en fait, ce serait plutôt 5. Et en fait, plus ça va, et plus on se rend compte que vraiment, la violence sexuelle, c'est quelque chose qui touche une majorité des gens, vraiment. Et que moi, je pars du principe qu'on ne peut pas avoir une société qui fonctionne correctement quand elle est composée de victimes traumatisées et peu ou pas ou mal soignées, et de bourreaux qui sont eux-mêmes souvent des victimes aussi, qui pareil ne sont pas suivis, soignés, punis, à qui on n'apprend pas à... Enfin bon bref, qu'on ne prend pas en charge. Et donc pour moi c'est vraiment un combat principal, vraiment c'est très 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 important. Et que pour le moment, c'est très bizarre parce qu'à la fois on est horrifié dès qu'on entend des histoires d'agression sexuelle, et en même temps on banalise de ouf chacun. C'est très bizarre, c'est vraiment très bizarre. Moi je peux pas l'expliquer, je me suis pas assez penchée, enfin je suis pas scientifique de ça, mais c'est... Oui, je pense que il faut continuer à en parler, il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à chercher des solutions pour vraiment... Pour lutter contre ce fléau. Ouais, vraiment, vraiment. Toi, ça commence quand t'es petite, alors. T'as quel âge à ce moment-là ? Écoute, j'ai pas vraiment la preuve, mais a priori, ça aurait commencé bébé. Et après, c'est comme si cette personne, elle m'avait jeté un sort. Et qu'après, partout où j'allais, quand il y avait des prédateurs, il me voyait, il me sentait. Et donc, il y a quand même eu des choses. J'ai quand même eu de la chance aussi. J'ai réalisé il y a 2 semaines, par exemple, que
que j'avais pas côtoyé Epstein de très loin, en fait. J'ai vu une mannequin qui dénonçait des hommes par rapport au réseau de ce monstre. Et il parlait des directeurs d'agences de mannequins. Et en fait, moi, vraiment, le premier de sa liste, c'est le directeur de mon agence de mannequins quand j'avais 19 ans. Je me suis présentée pour essayer d'être embauchée là-bas. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit trop petite, pas trop ronde. Enfin, ça va pas. Et lui, il est sorti de son bureau à ce moment-là. Il a dit, je veux voir son book. Il a regardé mon book. Il a dit, si, on la prend. Et je suis devenue quelque part une espèce de chouchoute pour lui à ce moment-là. Et assez vite, il m'a emmenée dans son bureau. Il m'a dit, tu vois, cette fille, il y avait un cadre immense derrière son bureau avec une femme. Il me dit, bah, tu me fais beaucoup penser à elle. Et c'était ma préférée. Et elle s'est suicidée. Et donc, il a fait un espèce de transfert. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas du tout OK avec cette personne. Mais il se trouve que je ne sais pas pourquoi, il a peut-être avec moi décidé de se racheter d'une façon ou d'une autre. Et il a surtout été très bienveillant avec moi. Et il m'a inscrit, bon, quand même de force, il m'a inscrit de force à une école de cinéma parce qu'il pensait qu'il fallait que je sois comédienne, machin truc. Donc il a été très Pygmalion avec moi, ce qui n'est pas quelque chose que je défends aujourd'hui. Mais je dois dire que au début, quand je suis devenue comédienne, je me suis dit, bon, si un jour j'ai un prix, il faudra bien que je pense à le remercier parce que c'est grâce à lui. Et puis assez vite quand même, je me suis dit, cite pas trop son nom quand même, parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière, mais je sentais vraiment que c'était pas OK. Et puis là, je découvre que c'est pas du tout OK. Il a vraiment participé à de la traite de femmes et bon, vraiment, c'est affreux, quoi. Et tu crois que c'est ce qu'il a senti chez toi? Parce que je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi pourquoi il a été comme ça avec moi. Parce qu'en plus, moi, en l'occurrence, dans mon parcours de vie, j'ai surtout été agressée par des hommes qui prétendaient m'adorer. Voilà, il y a plusieurs configurations dans lesquelles les personnes se font agresser. Et c'est toujours de la domination, mais là, en l'occurrence, c'était des hommes qui disaient que c'était de l'amour. Et pour la plupart. Donc, hyper confusant pour moi. Pour ma construction, ça a été vraiment très compliqué. Pour moi, je pensais que c'était normal d'être aimé et torturé en même temps. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps de déconstruire ça. Et donc, oui, je suis quelqu'un qui a conscience d'être très blessé depuis longtemps. Depuis toute petite, et qui est déjà dans cette espèce d'instinct de survie, de pas plus en fait, plus c'est pas tenable. Donc dès qu'il y a un peu plus, je bouge, je m'engage, je parle, je crie, je construis des choses parce que c'est trop en fait, c'est trop. Et tu as l'impression que cette aura, tu l'as portée et qu'à chaque fois ils ont senti, reconnu ça chez toi? Je pense vraiment parce qu'il y avait vraiment... Écoute, quand je me vois... j'avais vraiment cette image de moi, d'un petit chat dans la jungle qui est obligé d'avancer dans la jungle et qui doit essayer de ne pas se faire choper. Et parfois, il y arrive, parfois, il n'y arrive pas. Voilà. C'est terrible, Lucie, ce que tu nous dis aujourd'hui, ce par quoi tu es passée. Bah oui. Mais je fais pousser mes dents et je vais être un tigre à dents de sable, de sabre bientôt. Non, mais si tu veux, en tout cas, j'ai vraiment, c'est comme ça que j'ai vécu. Et donc il y a quand même vraiment cette sensation d'être prédatée, je pense, tu vois. Oui. Ce truc de, il faut essayer. Et partout où j'allais, je me disais bon, j'espère que là, va rien se passer. Et puis. Parfois, je croisais un regard, je me retrouvais seule dans une pièce avec quelqu'un et j'étais bon, là, ça y est, il va falloir se défendre, va falloir trouver une solution la plus supportable possible. Voilà, et ça a été ça vraiment toute ma vie, partout où j'allais. Donc, je pense que on est marqué. Quand on est victime, on est vraiment marqué. Et donc, repérable. Et puis, on adopte aussi... Parce que la première fois qu'on se fait agresser, on adopte des choses pour survivre, enfin une attitude ou quoi pour survivre. Et après,
quand la situation se représente, le cerveau te reconnecte à ça le plus vite possible. Instinct de survie, faut Bah ouais, c'est s'enfuir. Enfin, voilà, il y a trouvé une issue. voilà, donc ça peut être... mais sauf que quand ça t'arrive tout petit, l'issue, c'est pas bouger. C'est rien dire, rien faire, pas bouger. T'en as parlé à des membres de ta famille à ce moment-là? T'arrives à le dire? T'arrives à demander secours à quelqu'un? Dire au secours? Aidez-moi? Très compliqué. Ouais. Très, très compliqué. Alors d'abord parce que les choses les plus graves, sur le moment, je les ai oubliées. Quand t'es enfant et que tu vis un truc atroce, tu peux avoir assez facilement tendance à l'oublier. Par contre, il va te rester des choses bizarres. Par exemple, moi, je sais que depuis l'âge de 7 ans, j'ai un problème avec la morve. Je ne peux pas supporter le mot, je ne peux pas supporter de voir ça, d'entendre quelqu'un se moucher, quelqu'un qui a la goutte au nez. C'est terrible pour moi. Et une fois, il y a quelques années, j'étais avec mon mari, et mon mari était enrhumé, et il se met à éternuer. Et je lui dis, bah, mouche-toi. Et là, je sens que ça va être un carnage. Et donc, je me dis, bon, bouge-toi les oreilles, parce que ça va pas être supportable. Et je me bouche les oreilles en me disant, mais c'est quoi ton problème, Lucie, avec ça, quand même? C'est grave, vraiment. Et j'entends, c'est parce qu'il faut pas avaler. Il faut surtout pas avaler. Et je suis là, ben non, il faut pas avaler, bien sûr. Mais... Et juste après, j'entends un autre mot, qui est le mot sperme. Et donc, pendant que j'étais en train de faire cette réflexion, moi, j'étais en train de réfléchir comme ça. Et en fait, je me retrouve secouée par mon mari qui me dit, Lucie, reviens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'étais comme ça. J'étais complètement partie, en fait. J'avais plus du tout de... Mais j'étais dans un truc de... Vraiment, c'était mon corps qui était en panique totale et j'avais décroché. Tu sais, on a reçu en vrai une autre engagée qui s'appelle Violaine de Philippis et qui explique justement les différents moyens pour le corps de pouvoir se protéger après ces attaques, que sont les viols, les violences sexuelles, sexistes, etc. Et elle rappelle dans un premier temps qu'il y a l'état de sidération, donc que tu ne vas pas bouger, que tu dis non, mais que ton corps il dit non, mais que parfois même tu dis pas non, mais tu es sidéré. Donc il se passe un truc, tu es en état de sidération. Et puis elle rappelle surtout la mémoire du corps. Ça veut dire que le temps que le cerveau intellectualise, le corps, lui, a des marques, a des mouvements, a des souvenirs qui font que ça le rappelle et que ça le ramène à ces moments-là. Et ce que tu décris, c'est la mémoire de ton corps. À ce moment. Peut-être toi, quand tu es jeune, avec ces souvenirs qui sont abjects, qui sont dingues, mais qui te ramènent à ce moment-là. Et c'est terrible, cette mémoire du corps, parce qu'elle est encore là. Ouais, c'est terrible et pas si terrible que ça, en fait. Parce que je pense que quand ça vient se loger dans le corps comme ça, c'est qu'il faut absolument traiter le problème. Ouais. Et que si il s'était pas logé comme ça et que mon corps ne parlait pas... Et c'est vrai que, par exemple, ça, c'est un truc que quand j'ai réalisé vraiment toutes les violences que j'avais subies depuis l'enfance, je me suis dit, putain, mais s'il y a quelqu'un qui a parlé à chaque fois, c'est mon corps. Mon corps l'a toujours dit. Pareil, à 6 ans, un jour, j'ai fait une infection de la vulve, mais un truc... à 6 ans. À 6 ans. Un truc qui m'a pris plus d'1 mois de traitement, machin. Et personne ne s'est posé de questions. Personne, tu vois. Ouais. Pareil, je me suis remise à faire pipi au lit. Personne ne s'est posé de questions. Mais le corps, il dit tout. Il dit tout. C'est pour ça que, par contre, moi qui suis maman, dès que mes enfants ils ont un pet de travers, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et les pauvres chéris, il y a des chances que soit ils s'en souviennent, s'il s'est passé quelque chose de grave, de toute façon, soit ils s'en souviennent pas, soit eux aussi, il leur faut un temps, un process pour dire les choses. Enfin, c'est pas simple. Même avec une maman qui les a sensibilisés, au contraire, tu vois, vraiment avec une amie, on se disait, même nos enfants, alors qu'on est hypersensibilisés, qu'on les a hypersensibilisés et qu'on sait et qu'on leur a dit, tu peux me parler et on sera là et machin, mais même ça peut être flippant pour un enfant qui culpabiliserait, parce que tout est fait pour qu'on culpabilise quand on est victime. Et donc même moi, je peux pas être sûre que mes enfants me disent tout. J'essaye de faire hyper attention, mais c'est pas simple. Par contre, un conseil que je voudrais donner, parce que je pense qu'il est bon, vraiment, c'est par rapport justement aux violences sexuelles faites aux enfants. Il y a beaucoup d'hommes
enfin d'hommes ou de femmes, mais d'agresseurs qui testent l'entourage. Il faut rien laisser passer. Il faut vraiment montrer qu'il n'y a pas de blague pédo qui passe. Il n'y a pas de, je sais pas, une demi-main sur la fesse ou quoi. Il n'y a pas de, on ne se balade pas entre un adulte et un enfant. Sauf si on est des parents, mais je veux dire, sinon, tu vois, moi j'avais un mec qui était venu chez moi et qui était parti avec mon fils en balade. Je lui ai dit ça, c'est jamais en fait, non. Et j'ai expliqué à mon fils, il n'y a pas d'amitié entre un adulte et un enfant, c'est non, ça n'existe pas. Et en fait, donc je pense que quand on montre, quand on a le moindre doute, ou même si on n'a pas de doute, si on est avec des adultes et qu'on a des enfants au milieu, c'est très bien de montrer qu'on est au courant des stratégies utilisées par les prédateurs, que les enfants sont sensibilisés. Plus, en fait, les prédateurs vont se rendre compte que ça ne va pas être si facile. Moins ils vont aller là. Moins ils vont aller là. Lucie, dans tout ce cheminement, avec le travail que tu as fait, etc., à quel moment est-ce que tu décides de tout envoyer balader ? T'as vu, on y revient à la question initiale. Hein. Ouais, bravo. T'es obligé vraiment, parce que c'est plus fort que toi, t'as ta carrière, etc. Bon, t'as tout ton vécu. C'est peut-être aussi pour ça que tu mets tes limites à ce moment-là dans ta carrière, parce que ça y est, t'es maman, tu vois, le déclencheur, il est ouais, je pense, même s'il n'est pas, ça, hein. c'est pas complètement conscient encore, tout ce que j'ai vécu. Mais oui, clairement. Mais il se passe un truc quand tu deviens maman. Quand est-ce que tu dis, allez, c'est bon, stop, j'en ai plus rien à foutre, Paris, c'est fini, je vais aller plutôt en province, construire ma vie avec mon mari, mes enfants, essayer de faire autre chose, de faire ce qui a un sens, qui fait corps pour moi. Alors c'est rigolo parce que je dirais que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que donc mon mari, il était père au foyer à ce moment-là, et il me disait, moi je tourne en rond dans le béton avec les enfants, c'est nul, on serait tellement mieux à la campagne. Et moi, j'ai dit, bah, t'as raison, surtout qu'en plus, là, quand même, ça commence à devenir chaud. Et que si, par exemple, les camions n'alimentent plus les supermarchés ou qu'il n'y a plus d'essence, la ville, en 3 jours, ça devient Mad Max. C'est l'horreur. Ah ouais, t'y pensais déjà. Ouais, j'y pensais déjà. Quelle année, là ? On est en 2010-12. Ouais. Et donc, ouais, parce que pendant que j'ai eu 2 grossesses coup sur coup, donc 2 fois 9 mois pour bien me renseigner, parce que quand t'es comédienne, on ne te fait pas travailler quand t'es enceinte. Ouais. Et donc ouais, j'ai eu vraiment le temps de comprendre qu'on avait vraiment perdu notre autonomie, notamment, et que donc on était très empoisonnés et qu'on n'était pas autonome du tout, qu'on savait rien faire. On ne sait pas faire pousser sa nourriture, on ne sait pas se chauffer, on ne sait pas s'abriter, on ne sait pas... Et donc je dis à Adrien, mon mari, oui, t'as raison, il faudrait vraiment qu'on change de vie et que ce soit ça l'héritage qu'on donne à nos enfants. C'est d'abord être à l'aise avec la nature, mieux comprendre les cycles naturels de la vie et puis apprendre à se débrouiller, quoi, mieux se débrouiller. Et puis, de façon très terre-à-terre, je pense si en effet il y a une pénurie alimentaire ou d'énergie, on a plus intérêt à être à la campagne, franchement. Et donc, on se met à chercher un endroit, mais ça nous prend 5 ans. Ça nous prend 5 ans. Mais le calendrier de l'univers est toujours parfaitement réglé, même si nous, on n'en a pas conscience et qu'on n'est pas... et qu'on ne voit pas ce qui se passe. Et donc, on met 5 ans à chercher et on trouve plein d'endroits super, mais au fur et à mesure qu'on visite des choses, nos envies grandissent aussi. Et assez rapidement, au lieu d'avoir juste une maison de campagne, on veut en fait un tiers-lieu où on puisse co-construire avec les gens qui habiteront aux alentours, et puis aussi des néo-ruraux s'ils ont envie de venir, et puis organiser des stages, des séminaires, des chantiers participatifs, essayer vraiment d'expérimenter d'autres façons de vivre aussi, et de le partager à plus grande échelle. Donc on met 5 ans à trouver l'endroit, et en fait, au bout de 5 ans... on trouve l'endroit et je bascule dans un burn-out de fou. Et donc, heureusement qu'on vient d'emménager là-bas. En plus, le Covid commence aussi. On vient d'emménager là-bas. Et là, on se retrouve confiné dans 30 hectares. C'était honteux par rapport à tout ce qu'on entendait. C'était honteux d'indécence, tellement on avait de la chance.
et dans un endroit qui est sublimissime. Et, et voilà, et en fait cet endroit m'a vraiment accueillie et m'a bercée et a pris soin de moi pendant des années. Et ça commence à aller mieux maintenant. Ouais. 7 ans plus tard. Et ça fait 7 ans, donc tu vois, c'est un joli cycle aussi. C'est un cercle, ouais. Ah là là. Mais c'est... Tu vois? Ouais, non, c'est trop bien. Mais tout ça pour dire que c'était pas un déclic en tout cas. C'est vraiment des impulsions qui se font, puis à un moment, c'est plus des accouchements à chaque fois, tu vois, ça travaille, ça pose un peu, ça travaille, ça pose un peu, et puis au bout d'un moment, ça s'intensifie, et puis il y a quelque chose qui naît, tu vois. En vrai, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens, en burn-out émotionnel, je dirais, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Parce que c'est ma psy qui a publié ça sur Insta aujourd'hui même, et je la remercie beaucoup. Elle explique que quand on travaille beaucoup sur soi, quand on fait beaucoup de thérapie, quand on essaye de vraiment soigner sa santé mentale, il arrive un moment où on a compris beaucoup de choses sur qui on est, pourquoi on est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, qu'est-ce qu'on a subi. Et qu'en fait, de conscientiser tout ça fait que là, on se dit, mais j'avais vraiment raison d'aller mal. C'est hyper normal de ne pas être bien quand on en vit tout ça. Bien sûr. Et donc là, d'avoir un espèce de burn-out, de trop comprendre ce qu'on a vécu et enfin, quelque part, un truc où on se révolte, où on a de l'empathie pour soi-même et où on se dit, merde, en fait, c'est trop dur. Et donc, c'est tout à fait normal de passer par là, d'après elle. Et que ça veut dire que juste on a bien travaillé, qu'on a bien pris conscience et que là, on laisse sortir ça. Et puis après, ça, on rebondit, tu vois, vraiment. Donc, je me sens vraiment dans cette phase où je suis un peu à fleur de peau parce que là, vraiment, je viens de passer plusieurs années à essayer de comprendre beaucoup de choses et à prendre du temps pour moi aussi, parce que c'est vrai que l'engagement me prenait tellement d'espace que je me mettais tout le temps de côté. Et là, depuis 2 ans, je me suis dit non, c'est plus possible de continuer comme ça. Il faut vraiment... tu peux pas, en fait, t'occuper de l'extérieur si ton écosystème intérieur n'est pas un minimum sain et stable. Donc, j'ai vraiment pris le temps de dormir. Qu'est-ce que j'ai pu dormir? De me reposer, de contempler la nature, d'être avec mes enfants, d'être avec les proches qui me font du bien. Ça aussi, très important. J'ai envie de donner ça comme conseil aussi parce que c'est super d'avoir des amitiés qui durent depuis l'enfance, c'est super d'avoir, ou depuis l'école qu'on a fait après le bac ou quoi, mais la famille, on la choisit pas vraiment par définition, ou en tout cas, bref, on a notre famille, on a nos amis, et la vie n'est pas vraiment, cette société n'est pas vraiment faite pour t'apporter des nouvelles amitiés au fur et à mesure que tu grandis et que tu évolues. Sauf que, en fait, d'évoluer dans un écosystème humain qui te comprend mal, ou qui te perçoit tel que tu n'es pas ou que tu n'es plus, en fait, ça fait pas du tout du bien. Et ça alimente un sentiment de solitude et de tristesse. Et qui est qui est assez handicapant. Et donc moi là, ce que je fais en ce moment depuis quelques années, c'est que je participe à des cercles de femmes, à des retraites un peu spirituelles ou quoi, et où vraiment je naisse des amitiés très belles. Oui, c'est pas comme quand on était au collège, on se voit pas 3 fois par semaine, on s'appelle pas tous les mois, mais c'est pas grave. Ce qu'on vit ensemble est tellement puissant, tellement fort, puisqu'on vit plusieurs jours ensemble et qu'on vit des choses émotionnelles, physiques qui sont un peu fortes. Par exemple, la dernière fois, on a fait des bains de glace. Donc on était 15 meufs à s'encourager dans des bains de glace, et ça crée des liens directs, tu vois. Et donc de passer ces moments-là comme ça, en se retrouvant autour de sujets qui de base nous intéressent, permet en fait de faire grandir l'écosystème autour de nous et de faire qu'il soit, je parle de l'écosystème humain, qu'il soit vraiment porteur, qui donne de la force, du soutien aussi, parce que pareil, les gens qui t'aiment depuis très longtemps ne vont pas forcément savoir comment te soutenir, parce que
ils vont t'avoir aimé pour quelque chose, mais pas forcément pour tout ce que t'es. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vas rencontrer des gens qui partageront certains centres d'intérêt avec toi, qui vont mieux savoir. Puis on grandit, Tu vois, te on soutenir. évolue. Oui, On n'est parce plus qu'on les mêmes évolue. personnes Exactement. qu'avant, forcément. Et l'amitié, c'est peut-être aussi pas forcément voir les gens tout le temps ou les appeler tout le temps, mais savoir qu'on est là dans les vrais c'est moments ça. compliqués. C'est ça. Mm. Que C'est quand peut-être ça va avec, pas, je sais que je peux appeler plusieurs personnes et qu'elles seront là. Et parce que ça, c'est fou aussi. Moi, je vis vraiment des moments de désespoir profond entre ce que j'ai vécu, l'actualité qui est insupportable, mais vraiment insupportable. Mais c'est vrai que tu es un être humain qui prend beaucoup. Tu es une éponge. C'est pas facile, mais ça s'explique. Aujourd'hui, on apprend à mieux te connaître. Ça s'explique aussi avec tout ce que tu as traversé. Ben, peut-être, ouais. Mais en tout cas, quand on est une éponge, c'est vraiment très important de quand ça va pas, tout de suite faire du lien avec les autres. Parler. Mais pas parler tout seul. Bon, ça peut marcher, hein, de parler tout seul dans la forêt ou quoi, mais quand même, vraiment... Sociabiliser. De se relier à des humains, c'est hyper fort comme antidépresseur. Je dis pas que ça va être durable, mais en tout cas, dans les moments vraiment difficiles, c'est super important d'arriver à le faire, même si on se dit, j'ai pas envie... Moi, je me disais tout le temps, j'ai pas envie de polluer les gens que j'aime avec ma souffrance. Mais s'aimer les uns les autres, c'est aussi savoir être là. Et on n'est pas forcément pollué, en plus. Lucie, on arrive à la fin de notre entretien aujourd'hui. Il y aura quelqu'un qui sera à ta place. Alors, je ne sais pas qui encore, je ne sais pas quand encore, mais est-ce qu'il y a une question que tu aimerais poser à la personne qui sera à ta place dans quelques jours? C'est marrant parce que, tiens, je vais lui demander ce qu'elle en pense. Je voudrais savoir ce qu'elle pense du mot sécurité et que est-ce que c'est un mot qu'on va vraiment laisser à la droite? Parce que moi, je pense que la question de la sécurité n'est pas regardée de façon complète en France. On parle de sécurité peut-être du corps, enfin je sais pas trop de quelle sécurité on parle d'ailleurs, parce qu'avec notamment où on relie ça complètement aux migrants, aux personnes migrantes. Mais moi je pense que tous les êtres vivants ont un besoin fondamental de sécurité physique et mentale. Et que c'est un sujet très important que les personnes qui se disent humanistes, écologistes, de gauche, devraient vraiment aborder. Parce que pourquoi moi je suis écolo? Parce que je cherche de la sécurité en fait. Parce que j'ai pas envie d'être empoisonnée. Parce que j'ai envie de pouvoir boire de l'eau quand j'aurai 60 ans. Parce que j'ai envie de pas être sous une canicule de fou à 60 ans aussi. Parce que j'ai envie que mes enfants ne tombent pas malades. Parce que j'ai envie que mes enfants puissent aller partout dans le monde et pas juste sur des petites zones où on peut encore respirer. Donc en fait, c'est une question de sécurité. La plupart des choses, c'est une question de sécurité. Des sujets qui nous animent, c'est qu'à la base, on ne se sent pas en sécurité par rapport à ça. Et donc, j'aimerais vraiment que cette question-là, elle soit beaucoup plus développée et qu'on n'ait pas peur d'en parler, voilà, même politiquement. Je pense que c'est très important. Et qu'on pourra... Les gens qui votent, par exemple, à droite par souci de sécurité, on pourra leur dire tout ce qu'on veut. Si on ne les rassure pas sur ce besoin de sécurité, ils nous entendront pas. Et on pourra pas se relier. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle en pense, cette personne, de la sécurité? et voilà. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui dans En vrai, le podcast de nos engagés. On aura mieux compris tes engagements écologiques, tes prises de parole aussi, tes combats. On appréhende mieux d'où tu viens. On te souhaite plein de belles choses pour là où tu vas. C'est un premier épisode. Tu seras la bienvenue ici quand tu veux pour nous parler des suites et de tes combats et de ton histoire. Quant à vous, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez débattre, vous pouvez être d'accord ou en désaccord. Bien mais sûr. L'essentiel, c'est qu'on se parle, qu'on avance, qu'on fasse corps, qu'on fasse société. Oui.
C'est l'envie de cette émission. Merci à toi, Lucie. Merci, c'était vraiment un plaisir hyper agréable et c'est passé hyper vite. Et c'est hyper partagé. À très bientôt. À très bientôt. Et merci d'être toi et merci d'être là. Merci à toi. À bientôt. Merci de nous avoir suivis.